Donc moi je vais essentiellement parler de l'art contemporain et du rapport de l'art contemporain aux archives. Ah, cette fois, si c'est bon. Euh, ma présentation va se passer en deux moments. En fait, je vais d'abord parler du rapport de l'art contemporain à l'archive et de ce que j'appelle particulièrement le versant imaginaire des archives, qui n'est pas totalement l'imaginaire de l'archive. Et enfin, à partir de cette citation de Derrida. Et ensuite, je présenterai quelques-uns de mes travaux qui se rapportent justement à des archives ou qui travaillent à partir d'archives. Donc au départ, sur cette question de l'art face aux archives, je voulais travailler sur Mal d'archives de Derrida, mais c'est un texte qui est très elliptique et qui aurait amené à beaucoup d'exégèse. Et donc j'ai trouvé ce texte-là qui condense justement ce que Derrida appelle le mal d'archives et qui me semble assez intéressant par la manière dont il le fait, puisqu'il donne cet exemple justement du papier, de la trace sur le papier, et de la mémoire qui va revenir donc dans ma présentation. Donc, pour commencer, on pourrait penser qu'il y a une sorte d'imaginaire de l'archive qui hante l'art contemporain à plusieurs niveaux. Donc d'abord dans la présentation et la production des œuvres, puisqu'il faut penser la trace que laissent les œuvres et la manière dont on les conserve lorsque l'art contemporain mène à des œuvres qui sont fugaces ou fugitives, qui ne laissent pas de traces ou qui ne veulent pas en laisser, qui s'altèrent ou qui sont éphémères. Donc à cette question se joint évidemment celle des gestes, comme on a pu le voir avec la chorégraphie, et donc celle des attitudes comme forme, et des traces qu'on montre du geste. Donc l'archive est nécessaire pour les protocoles réactivables, les installations, les reliques de performance et toutes les œuvres qu'il faut reproduire, réincarner et réinstaller pour qu'elles puissent être vues et saisies. Donc l'archive, dans ce cas-là, est une sorte de transition nécessaire et parfois une trahison entre l'œuvre quand elle est stockée, enregistrée ou codée, et la mise en place de sa visibilité dans le musée ou dans des lieux d'exposition. Donc ce caractère fugitif, cette fugitivité de l'œuvre place l'art contemporain dans une disposition assez particulière face à l'archive. Et cela d'autant plus qu'il succède à l'art moderne qui illustre paradoxalement le désir dont il est question dans ce texte, le désir de garder inséparable du désir de détruire. Car en effet, l'art moderne a développé une stratégie double et paradoxale que l'on peut résumer à un profond désir de table rase, d'épuration, voire de destruction dans les moments les plus forts du modernisme, de manière formelle et idéologique. Et je pense là par exemple à toute l'idéologie du médium comme étant sa propre fin et sa seule finalité, notamment dans les théories modernistes de Greenberg. Et ce désir est en fait accompagné de cet autre désir de garder, puisque il y a ce double mouvement qui fait que se met en place ce désir d'archive à la même époque, lorsqu'on crée, telles qu'on les connaît aujourd'hui, les structures muséales qui visent à conserver ces gestes de destruction et les œuvres modernes comme gestes de destruction. Puisque d'une part, on a donc ces gestes qui sont des gestes de table rase, et qu'on veut enregistrer, conserver, garder dans une sorte de forme idéale du musée. Donc si l'art contemporain, lui, n'a pas toujours ce désir de table rase, il hérite en tout cas de l'archive comme lieu, le musée, et des règles de l'espace dont il témoigne. Donc on peut penser par exemple à l'agencement du White Cube, et ainsi il faut aussi penser, c'est ce que dit Derrida, que le lieu de l'archive, c'est à la fois un lieu de mémoire, de conservation, mais c'est aussi un lieu de pouvoir, puisque dans le cas de l'art contemporain, évidemment, dans ces lieux, les œuvres d'art sont confrontées à ces sortes d'archontes que sont les commissaires d'exposition et les conservateurs. Donc la conservation des œuvres et la question de leur stockage peut varier évidemment selon les pratiques et techniques nouvelles de l'art contemporain, mais on reste face à l'exposition à la perte, à l'exposition à l'oubli mentionné dans ce texte,
qu'il faut prendre ici au sens propre lorsqu'on pense à ce qui se perd, à ce qui disparaît de l'œuvre lorsqu'on peut la voir. Donc il faut penser par exemple aux simples effets de l'air et de la lumière sur certains matériaux anciens, ou à des œuvres, par exemple, des œuvres vidéo, dont on sait par exemple que les musées emmagasinent plusieurs anciens téléviseurs à tube cathodique pour pouvoir présenter pendant plusieurs années des œuvres de Nam Yuen Paik qui en ont besoin, dont c'est le support. Donc ça pose cette question de l'exposition à la perte et de l'oubli. Et il me semble que penser justement la condition de la visibilité et la condition du regard par rapport à la perte est très intéressant au regard de ce passage, puisque lorsque Derrida écrit « J'expose le papier à sa perte », en parlant de papier sur lequel il note une idée, je pense qu'on peut penser à toutes les pratiques artistiques lorsque justement il est question de produire sur un support qui est voué d'une manière ou d'une autre à s'altérer, à intégrer une forme de mémoire et à disparaître. Donc, bon, ça, c'est commun à toutes les archives, pour les œuvres de toutes les époques, évidemment. Donc le principe qui organise la collecte et la conservation se perpétue. Néanmoins, les œuvres contemporaines produites par rapport au musée, à l'archive comme lieu, se conçoivent d'emblée, en quelque sorte, comme des archives d'elles-mêmes, comme leur propre trace, une trace réactivable, puisqu'elles prennent en compte et se demandent comment survivre à la fragilité du temps de l'exposition ou de la performance, pour se maintenir dans le temps. Le musée, donc, ou l'espace d'exposition, pour être plus général, est un lieu qui donne à voir les œuvres le temps d'une exposition, mais comme des apparitions, comme des fantômes. Donc si l'archive hante l'art contemporain, d'abord par le lieu où les œuvres sont montrées, et parfois produites, puisque dans le cadre de certaines résidences, par exemple, ce sont dans les musées que l'art se fait, il faut penser, en effet, que cette relation au lieu a introduit des normes de présentation dans les archives et dans les œuvres, et des normes qui tiennent avant tout de l'archive, avant d'être des moyens artistiques, et avant d'être des manières de produire et de présenter des œuvres. Donc on peut penser par exemple aux œuvres qui sont démultipliées en série, qui sont placées comme des documents dans des présentoirs, et qui sont en fait conçues dès leur création selon des processus de normalisation de formes qui sont hérités du lieu de l'archive, et donc là, particulièrement du musée. Néanmoins, si on peut être amené à critiquer justement cette espèce de forme de normalisation des œuvres dans les modes de présentation, qui a évidemment une incidence directe sur les formes montrées et sur leur sens, il ne faudrait pas condamner trop rapidement cette sorte d'arraisonnement de l'art par le dispositif muséal, pour parler comme Heidegger, car loin d'être une sorte de phénomène esthétique détaché de la vie, détaché de la vie sociale, l'art a besoin, pour exister, pour être mis en forme, conceptuellement et matériellement, de cadres et d'institutions comme les structures muséales. Donc c'est plutôt, si on peut en faire une critique qui soit une critique en vue d'une amélioration de ces structures, plutôt qu'une critique qui serait une sorte d'opposition, ou une critique qui serait moins productrice en tout cas de nouvelles formes d'émergence de l'art, qui ne renouerait pas en fait avec un art qui soit un art conçu comme une sorte d'essence pure qui viendrait flotter sur le monde sans avoir de rapport au monde. Donc l'imaginaire de l'archive pour l'art contemporain, donc si c'est avant tout le lieu, le musée, puis des principes de visibilité qui sont essentiellement un effet du lieu, il faut également penser à un troisième phénomène qui est une sorte de second degré, qui est l'exposition d'archives par des artistes. Et donc c'est un point qui me semble important à souligner, et je voudrais prendre ici l'exemple de l'exposition de Jim Shaw, The Hidden World, qui a été exposée à la Chalet Society en 2014, où l'artiste a en fait présenté sa collection d'images issues de la culture populaire, donc d'images non artistiques, dont les auteurs ne sont pas connus, dont la plupart des auteurs sont anonymes, mais une présentation de ces images dans un cadre muséal et artistique. Donc ce ne sont pas des archives personnelles qui seraient une manière de retracer ces processus de création, mais les archives plutôt d'un imaginaire comme source d'inspiration pure, qui n'a rien à voir avec l'art contemporain ou avec les structures de l'art contemporain, si ce n'est le caractère visuel de la production et des archives montrées.
Et donc bon, s'il fallait faire une généalogie pour ce type d'exposition, il faudrait, à mon avis, plutôt que de penser à la grande tradition de l'histoire de l'art, se tourner vers l'exposition documentaire qu'on peut trouver dans les musées d'histoire, dans les musées de sciences, dans les musées de technique, et qui expérimentent donc de manière impure des dispositifs d'exposition qui sont très fréquemment aujourd'hui réappropriés contre justement cette sorte d'imaginaire de l'archive du musée par les artistes contemporains. Donc contre cet imaginaire de l'archive, donc ça, voilà, c'est ce que j'essaye d'appeler l'imaginaire de l'archive. Donc c'est un peu le musée et les dispositions que les œuvres prennent à travers le musée et par rapport au musée quand elles sont conçues pour être montrées dans ces lieux, puisque sinon elles ne peuvent pas exister. Donc contre cet imaginaire de l'archive qui hante l'art contemporain et qui le modèle, et à partir justement de ces derniers points de l'exposition par des artistes de choses non artistiques selon des modèles non artistiques, qui est une sorte de point assez dissident, qui est assez lointain dans cet imaginaire de l'archive, puisque ça transgresse en quelque sorte la loi de ce qui doit être conservé, c'est-à-dire l'art comme forme noble de l'expression visuelle, comme chose sacrée, sérieuse, et qui là est remplacée, ou en tout cas attaquée par des formes profanes. Je voudrais donc proposer un versant imaginaire des archives. Imaginaire non pas de l'archive en général, mais dans les archives, révélé par les archives, comme une forme d'inconscient, lorsque des documents sont employés comme matériaux pour les œuvres, ce qui est central dans ma démarche plastique et dans un grand nombre de productions contemporaines. Et là, je vais donner quelques exemples d'expositions qui sont en cours. Je pense par exemple aux œuvres de Pascal Convert et de Renaud-Auguste Dormeuil qui sont actuellement exposées au MACVAL, où d'anciennes photographies et des fragments de documents vidéo sont réemployés dans des œuvres, avec des sortes de transfigurations, changeant de support, pour leur donner de nouvelles significations et pour révéler justement ce que je tente d'appeler ici un imaginaire de l'archive. Dans l'archive. Et pour donner un autre exemple de cette appropriation des images en mouvement, on peut penser aux films ethnographiques qui sont actuellement présentés au Centre Pompidou, qui ont été remontés et recolorisés par Yervant Ganikian et Angela Ricci-Lucchi. Donc voilà des travaux qui travaillent à partir d'archives et qui utilisent l'archive comme matériau. Donc à partir de là, je pense qu'il y a une opposition, en tout cas une confrontation entre l'imaginaire de l'archive, donc qui tient plutôt du musée, des modes de présentation, et le versant imaginaire des archives. Car partout où l'imaginaire de l'archive veut garder et conserver, donc ce qui est la fonction explicite de l'archive, malgré l'exposition à la perte et à l'oubli, donc qui est une sorte de hantise, mais également une sorte de fantasme caché, donc malgré cette sorte de crainte de trahison, eh bien, je pense que dans ces pratiques contemporaines, l'artiste, lui, accepte cette trahison pour dévoiler le versant imaginaire de l'archive. Il accepte que le document soit ruiné, détruit, transformé, pour faire émerger une sorte d'inconscient de l'archive. C'est une manière, en fait, d'altérer davantage le document, mais pour en faire émerger, quelque part, l'espace d'une œuvre, plus de vérité ou plus de sens. Et donc sur ce caractère de trahison de l'archive, je pense que évidemment ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'art contemporain, puisqu'il me semble qu'il faut à chaque fois trahir l'archive lorsqu'il s'agit d'interpréter un document pour en tirer quelque chose, pour montrer des rapports qui n'avaient pas été vus auparavant, que ce soit en histoire ou dans les sciences humaines, tout comme dans les œuvres, dans ce type d'œuvres de l'art contemporain. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette sorte de confrontation ou de tension entre un imaginaire de l'archive et un versant imaginaire des archives, dans les archives. Et donc je vais présenter quelques-uns de mes travaux où les normes de présentation et l'aspect documentaire des choses montrées trouble la capacité à discerner justement le versant imaginaire des archives de l'objectivité prétendue des documents. Donc cela permet d'interroger les critères de visibilité et de voir combien l'imaginaire de l'archive fait écran et dirige les interprétations possibles des œuvres et combien notre regard en fait répond aux injonctions de la présentation plutôt qu'il ne s'attarde sur ce qui est vraiment exposé.
Et là, je voudrais donner par exemple à ce sujet comme une sorte d'exercice critique de l'exposition et du regard, l'exemple des fausses expositions de Johann von Coubertin, qui me semble vraiment salutaire pour mettre en place une critique du regard, puisque ce sont des expositions où l'artiste produit de faux documents, par exemple de fausses photographies de l'histoire moderne, en faisant de fausses photographies cubistes, et où tous les cartels de l'exposition, toutes les informations données aux spectateurs font croire que les documents sont vrais. Et donc, évidemment, les spectateurs croient totalement les documents, alors que si un regard attentif des images montre toutes les incohérences et toutes les impossibilités de ces images comme étant de vrais documents, ou comme de vraies œuvres. Donc je vais utiliser mon site internet pour vous présenter quelques projets qui traite de ces questions. Donc je vais commencer par ce projet justement, qui est le plus proche de l'archive comme texte, en tout cas comme trace écrite, et après je viendrai à des documents plus visuels. Donc c'est une série en fait de livres qui ont été fossilisés avec des techniques de sédimentation, inspirées des sédimentations des sols. Et en fait, donc, ce corpus de livres, ce sont des livres anciens qui ont une vocation historique et didactique, et qui témoignent tous en fait de représentation de la nation et de l'histoire. Donc par exemple, il s'agit de mémoires militaires, de récits de guerre ou de manuels scolaires historiques. Et ce qui m'intéresse dans ces documents, donc, qui sont tous issus globalement de la première moitié du XXe siècle, c'est de voir que les représentations dont ils font preuve dans le texte, donc les représentations du temps, de l'histoire, de la mémoire, mais aussi donc, du coup, de la nation, de la gloire, de la grande histoire, comme on la racontait auparavant, ne sont plus d'actualité aujourd'hui, en tout cas sont complètement compromis par les études historiques actuelles. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ces documents en fait, mettent en scène une sorte d'excavation d'une pensée qui s'est sédimentée à travers la modernité et dont les vestiges sont toujours prêts à ressurgir. Et notamment, évidemment, en temps de crise, quand on voit certains discours réapparaître dans les discours politiques. Et donc du coup, je trouve que ça répond bien à la question du mal d'archive de Derrida, puisque ça met l'archive dans une sorte de double perspective, puisque ici, l'archive est ce qui revient hanté, ce qui revient sans qu'on sache vraiment d'où ça vient, puisque c'est quelque chose des discours qui reviennent sur le nationalisme, sur le patriotisme. Et en même temps, c'est aussi par l'excavation et la recherche historique sur ces textes qu'on peut montrer combien ces discours sont inscrits dans des généalogies, et donc ce qui permet leur déconstruction et de faire une forme d'exorcisme de discours qui réapparaissent. Donc voilà, là ce sont des images, je ne sais pas si on voit bien, donc ici c'est un livre d'histoire contemporaine, assez ancien, qui met donc Napoléon en couverture. Donc, ce qui était important aussi dans ce travail, c'est que le texte, là on ne le voit pas très bien à cause de la qualité de l'image, mais le texte reste lisible sur les pages qui sont présentes. Donc du coup, on peut, ça semble peut-être un peu théorique, puisqu'évidemment on ne peut pas lire tout le texte, ce que je viens de dire, mais on peut saisir des fragments de ces temporalités et de cette manière de voir le temps, de voir l'histoire et la nation, qui ne correspondent plus à aujourd'hui. Donc voilà un premier exemple, donc à partir de l'objet livre, donc, qui est aussi de l'objet écrit, qui est une forme, la forme privilégiée de l'archive. Je vais venir à des archives plus visuelles maintenant, à partir de deux projets que j'ai réalisés à partir d'un ancien manuel anatomique. Donc, en fait, il s'agit d'un manuel de chirurgie de 1920, donc qui était destiné à des praticiens de la chirurgie.
dont j'ai repris en fait les figures dans des collages comme ça, qui sont donc des collages impossibles en quelque sorte. Donc voilà, moi je me suis beaucoup appuyé sur les gravures qui présentaient des outils techniques ou des mains, puisque ce sont des outils qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir, donc de créer quelque part de fausses gravures, de fausses images, donc qui conservent tous les codes didactiques et iconographiques de la gravure anatomique, pour montrer donc différentes constructions de corps qui sont impossibles. Donc là, par exemple, cette image présente un chirurgien qui a 7 doigts, donc bien sûr, voilà, ce qui n'est pas possible. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était donc de produire des images qui soient faites à partir de documents anciens, mais dont le réagencement fait aussi penser à l'art du temps qui est contemporain à ces images, c'est-à-dire avec là l'esthétique du collage surréaliste, puisqu'il s'agit donc de créer comme ça des corps chimériques, des corps impossibles, utopiques. Donc voilà quelques exemples. Voilà, avec des outils, bien sûr, qui aujourd'hui, en voyant ces images, nous, on pense plutôt peut-être même à la bande dessinée d'horreur américaine ou à des mythes comme Frankenstein, puisqu'on n'utilise plus des pièces exactement comme celle-ci dans la chirurgie. Et voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi en créant et en produisant ce type d'image, c'est de dire quelque chose justement qui n'était pas dans les documents originaux, et de dire quelque chose donc de cette époque, de ces années 20-30, où on construit beaucoup dans les discours et dans les œuvres, notamment dans les œuvres futuristes, où on pense justement à la fabrication d'un homme nouveau, et d'un homme nouveau qui se ferait à travers la fabrication d'un hybride entre l'homme et la machine. Et donc ça montre, à travers justement des documents qui sont réemployés, une sorte de contexte idéologique qui n'était pas originellement présent dans ces documents, mais qui est complètement présent dans l'époque de création de ces documents. Et donc ça ouvre aussi évidemment à beaucoup de réflexions sur les politiques du corps, puisque aujourd'hui, évidemment, toute cette tendance de la modernité existe encore à travers le transhumanisme, par exemple. Mais ça pose aussi des questions, on l'a vu sur certaines images, cette image à 2 pénis, par exemple, des questions d'ordre sexuel et de pouvoir choisir d'autres corps ou d'autres formes de corps. Bon, bien sûr, c'est complètement utopique et réalisable, mais c'est aussi une manière de penser la transformation de soi par la chirurgie. Donc, à partir de ces images, j'ai réalisé un autre projet qui est très proche, mais je voulais avoir plus de liberté, parce qu'au fond, dans les images que je viens de montrer, j'étais encore peut-être prisonnier de mes propres représentations et de mes propres modèles de réagencement du corps, puisqu'il y avait une sorte d'image qui peut faire penser à Frankenstein, ou qui peut faire penser à certains modèles, je ne sais pas, de films d'horreur ou de culture populaire. Et donc je voulais m'en affranchir en gagnant plus de liberté. Et donc j'ai créé un programme informatique qui, en fait, se présente... donc là, ce sont des images créées, ce qu'on voit par le programme, mais je vais montrer une courte vidéo qui montre, bon, la qualité n'est pas terrible, mais on comprend à peu près le fonctionnement. En fait, en cliquant l'utilisateur, donc là, l'utilisateur, ce n'est pas que moi pour produire des images, c'est aussi, puisque ça a été présenté ainsi en exposition, donc c'est aussi le spectateur. En fait, on est sur une sorte de page blanche, et lorsqu'on clique à un endroit, ça fait apparaître un des éléments, mais on ne sait pas lequel, et on ne sait pas quelle dimension il va avoir. Et donc du coup, ça crée des sortes de paysages anatomiques qui se mélangent comme ça. Et donc, c'était une manière pour moi de gagner par des algorithmes une sorte de liberté avec les archives, à partir des archives. Donc voilà, on voit comment c'était présenté simplement sur un moniteur. Et donc ce projet-là a été montré en situation d'exposition à la galerie Y NZAPC.
et, lors du Salon du dessin contemporain, et ça a donné lieu donc à une édition des dessins qui ont été créés par les visiteurs de l'exposition. Donc là, on est dans le cas d'archives qui permettent de créer des images qui sont elles-mêmes archivées de cette manière. Donc, je vais venir. Donc là, on était sur l'archive visuelle, mais l'archive visuelle d'une manière assez classique. Et je vais venir maintenant à un projet qui est plutôt sur justement comment on constitue une archive à partir d'images qui sont disparates, qui sont de sources différentes, et comment on constitue cette archive pour qu'ensemble les images fassent sens. Et donc ça pose deux questions, puisqu'il y a la question de la réunion des documents, qui est une question d'archive, la question de la transfiguration des documents, puisque là le support est changé, ce sont des cyanotypes, alors qu'au départ ce sont des photographies traditionnelles, si j'ose dire. Et donc la question de la vue ensemble de ces documents, de la présentation ensemble qui permet de donner un sens. Alors ces images qu'on voit sur fond bleu, donc les images d'un restaurant, ce sont des images du restaurant du World Trade Center, de Windows on the World, donc qui ont été prises bien évidemment avant le 11 septembre. Et donc on voit les gens simplement en train de manger. Il y a des images qui proviennent de sources différentes. Donc là, par exemple, c'est une image de mariage. Donc ce sont plutôt des images d'archives personnelles de gens, donc des images prises par les usagers du lieu, mais aussi, comme cette image-ci, des images qui sont des images promotionnelles du lieu, qui présentaient le restaurant vide pour montrer qu'on pouvait y faire des réceptions, que les gens pouvaient venir y manger, donc des images publicitaires en fait, qui sont utilisées. Et ce qui moi m'intéresse, à partir de ce travail, c'est de montrer qu'en collectant des archives de nature diverse et antérieures à l'événement dramatique du 11 septembre, on ne peut pas s'empêcher, donc, au premier abord, on voit des images assez calmes de gens qui mangent, qui sont assis, qui attendent, en position d'attente. Mais une fois qu'on sait que ce sont les images de ce restaurant, du Windows on the World, après le World Trade Center, on ne peut pas s'empêcher de voir la catastrophe ou de voir une sorte d'après de la catastrophe dans ces images comme ça, fantomatiques, spectrales, notamment dans cette image-là qui me semble très intéressante, puisqu'on aperçoit la Statue de la Liberté au fond ici, les gens attablés, mais surtout, il y a ces défauts de l'image qui, moi, me semblent très intéressants et que j'essaie de retrouver dans une pratique qui utilise de la photographie. Ce sont des accidents picturaux, des accidents... des accidents de peinture en fait qu'on ne trouve pas dans les tirages traditionnels de la photographie, et on ne peut pas donc s'empêcher à travers ces lignes verticales de voir des tours, et donc il y a aussi cette sorte d'accident là, juste dans l'impression de l'image, mais qui fait comme si la catastrophe était déjà là ou arrivait, et donc du coup il y a cette sorte de tension dans l'image et d'inquiétude lorsqu'on voit toutes ces silhouettes face aux baies vitrées. Donc voilà, et donc il me semble, ça c'est l'exploitation d'archives qui me semble la plus intéressante, la plus pertinente quelque part, puisque par la transfiguration, par la réunion, par la création en fait d'une archive, on fait apparaître dans les images des choses qui ne sont pas présentes. Et je pense que c'est ça que j'essaye d'appeler le versant imaginaire de l'archive, de pouvoir faire apparaître ce qui n'est pas présent. Et qui dit quelque chose d'une situation ou d'un événement. Je voudrais montrer un dernier projet, mais je ne sais pas si, j'ai essayé tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai du son sur cet ordinateur, puisque là on ne l'entend pas, en fait. Sinon ce n'est pas très grave, je vais vous le décrire, mais... Oui, non, mais sinon ce n'est pas très grave. Je voulais juste vous montrer l'exploitation dans... Parce que là, le son, il est ici sur la page, et normalement, il devrait se lancer. Oui, sinon, ce n'est pas très grave. Donc, je vais rapidement parler de ce projet, parce que je voulais montrer un autre type d'archive, qui est en fait l'archive des documents sonores, qui sont utilisés dans un contexte complètement différent. Ça, c'est une œuvre sur le naufrage du Titanic, qui est réalisée donc,
avec cette, donc il s'agit d'une baignoire qui est remplie de Coca-Cola dans laquelle flotte une maquette d'iceberg qui est éclairée par le pommeau de la douchette qui est transformé comme ça, qui fait cette sorte d'étoile. Et on entend dans cette œuvre une sorte de bruit comme de tuyau bouché qui vient des tuyaux qu'on aperçoit sur cette image ici. Et en fait, ce son, donc c'est une sorte de bruit de tuyau bouché qui fait comme ça. C'est le message SOS envoyé par le Titanic le jour de son naufrage en Morse. Donc c'est un ancien enregistrement qui est comme ça caché dans l'œuvre. Œuvre qui s'appelle également A Night to Remember, qui était le nom du film qui a été réalisé quelques années plus tard avec les témoignages des survivants. Donc en fait là on est dans une sorte d'œuvre qui se donne comme une espèce de code et d'énigme pour comprendre un événement de manière métaphorique. Mais je trouve ça intéressant aussi de voir comment on peut, dans des pratiques artistiques contemporaines, intégrer comme ça, de manière complètement déplacée, mais par des déplacements justement qui transforment le sens des choses, aussi des documents sonores et des documents qui ne soient pas que des images. Enfin voilà, je vous remercie, c'est ce que j'avais à dire.